Oubliez tout ce qu'on pense savoir sur les dessins animés pour enfants. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une simple petite figurine a pu devenir une véritable machine de guerre marketing, un chef-d'œuvre d'absurdité et surtout une avalanche de lasers. Bienvenue dans l'histoire complètement dingue de G.I. Joe. Alors, on va commencer par un truc qui fâche un peu. On a parfois cette impression que les dessins animés d'aujourd'hui, c'est devenu un peu trop sage, non? Presque un peu mou du genou. Mais oui, c'est exactement ça. Dans les années 80, c'était juste une explosion permanente à l'écran. C'était une époque où, soyons honnêtes, la guerre pour enfants, c'était carrément un genre à part entière à la télé. Franchement, le contraste est saisissant. Et tout en haut de cette pyramide d'action complètement débridée, il y avait le roi, le boss final, la quintessence du dessin animé de garçon à l'ancienne, G.I. Joe. Mais, avant ce déferlement de lasers et d'explosions, l'origine de G.I. Joe, elle est beaucoup plus surprenante qu'on ne le pense. Est-ce qu'on sait que tout a commencé non pas avec un petit soldat en plastique, mais avec une poupée? Allez, on remonte le temps en direction des années 60. Le nom G.I. Joe, ça vient en fait de la Seconde Guerre mondiale, c'était le surnom des soldats américains. Hasbro lance donc ces grandes figurines, vraiment grandes, 30 cm. Mais le contexte change. La guerre du Vietnam passe par là, et l'image du militaire devient, disons, un peu problématique. Du coup, hop, on les rebrande en Adventure Team, c'est plus soft, ça passe mieux. Sauf que le coup de grâce, ça va être la crise pétrolière. Le plastique devient hors de prix, et fin de la partie pour cette première génération de G.I. Joe. Et là, on met le doigt sur le vrai casse-tête pour Hasbro. Parce que, soyons clairs, leurs figurines, elles ressemblaient quand même drôlement aux poupées Barbie. Alors, comment on fait pour vendre ça à des petits garçons dans les années 60 sans qu'ils se fassent démolir dans la cour de récré? La solution, c'est un vrai coup de génie marketing. Hasbro a tout simplement inventé un mot, un nouveau nom, action figure. Une figurine d'action. Ça sonne tout de suite plus viril, plus cool. Et ce terme aujourd'hui, on l'utilise partout dans le monde. Et ouais, c'est eux qui l'ont inventé. Rien que pour ça, respect. Bon, avance rapide, on arrive dans les années 80. Après l'échec de la première gamme de jouets, Hasbro décide de relancer la machine. Mais cette fois-ci, attention, ils ont une stratégie qui va tout simplement transformer G.I. Joe en un véritable rouleau compresseur culturel. Alors là, attention, c'est peut-être l'astuce la plus brillante de toute cette histoire. À l'époque, la loi était super stricte. On n'avait pas le droit de faire plus de 7 secondes de pub animée pour un jouet. C'était rien. Du coup, qu'est-ce qu'ils font chez Hasbro? Ils trouvent la faille. Ils s'associent avec Marvel Comics pour créer une BD G.I. Joe. Et ensuite, ils créent des longs dessins animés pour faire la pub de la BD. Parce que pour les bouquins, il n'y avait aucune restriction de temps. Et évidemment, ces pubs sont devenues tellement populaires qu'elles sont devenues la série animée qu'on connaît. En gros, ils ont créé une pub de 20 minutes parfaitement légale. Le génie. Et donc, cette série, qui débarque en 1983, elle est devenue culte. Allez, on plonge dans cet univers incroyable, avec ses personnages mémorables, ses scénarios qui se ressemblent un peu tous, et surtout, ses défauts qui sont juste à mourir de rire. Le concept de base, il est hyper simple. D'un côté, on a les G.I. Joe, l'élite de l'élite, les gentils, les défenseurs du monde libre, tout ça. Et de l'autre, on a Cobra. Une organisation terroriste impitoyable dont le plan final, le grand projet, c'est de graver le visage de leur chef sur la Lune. Oui, rien que ça. Et des personnages, il y en avait des dizaines et des dizaines. Forcément, il fallait bien vendre les jouets qui allaient avec. Et pour trouver les noms, la créativité était sans limite. On avait donc Barbecue, Pic à glace et le Pompon, un personnage qui s'appelait tout simplement l'homme chinois. Voilà, c'était une autre époque, on va dire ça comme ça. Bon, il faut s'imaginer un truc. Chaque épisode, c'était un déluge de tirs de laser. Ça partait dans tous les sens, ça pétait à gauche, à droite. On se dit que les batailles devaient être incroyablement meurtrières. Mais du coup, une question se pose, une question essentielle. Là, voilà la réponse. En gros, personne ne touchait jamais personne. C'est le plus grand running gag de toute la série. Des milliers, des dizaines de milliers de tirs de laser pour, à la fin, une ou deux égratignures. Il fallait bien que ça reste un dessin animé pour enfants après tout. Mais cette obsession de vendre des jouets, elle a eu un effet secondaire complètement dingue et totalement inattendu. Une folie créative qu'on a rarement vue ailleurs. En fait, tant que les figurines se vendaient bien, les scénaristes, ils avaient carte blanche. Liberté quasi totale. Et comme le dessin animé n'était au final qu'une immense pub, les scénaristes pouvaient faire absolument n'importe quoi avec l'histoire. Et croyez-moi, ils ne s'en sont pas privés du tout. Ce qui nous amène à des intrigues franchement mémorables. Prenons l'exemple de Serpentor, le nouveau chef de Cobra. Quelle est son origine? Eh bien, c'est un cocktail d'ADN, créé à partir des restes, exhumés, des plus grands conquérants de l'histoire. Jules César, Napoléon, Genghis Khan, oui, on a bien compris. Ils sont littéralement allés déterrer des cadavres historiques pour créer un méchant de dessin animé. Voilà, c'est ce niveau de folie qui définit G.I. Joe.
Dans la culture pop, il y a une expression pour parler du moment où une série va beaucoup trop loin, où elle part en vrille, ça s'appelle « jumping the shark », sauter le requin. Ça vient d'un vieil épisode de la série Happy Days. Eh bien, G.I. Joe n'a pas juste sauté par-dessus un requin, c'est le film d'animation qui devait conclure la série qui nous a donné la révélation ultime, la véritable origine de Cobra. Alors là, attention, Cobra a en fait été fondé par Cobralla. C'est une civilisation secrète d'hommes reptiles qui vivent dans l'Himalaya depuis 40 000 ans. Voilà. À ce niveau-là, G.I. Joe n'a pas sauté un requin, il a sauté par-dessus une galaxie entière de requins. Voilà ce qu'était G.I. Joe au fond. C'était une tempête parfaite. Une publicité sans pitié pour vendre des jouets qui, par un retournement de situation assez incroyable, est devenu un terrain de jeu pour une créativité totalement débridée sans aucune limite et juste délicieusement absurde. Alors au final, comment on peut définir G.I. Joe ? Est-ce que c'était une satire géniale et involontaire du consumérisme, une sorte d'œuvre d'art cachée, ou juste le résultat le plus chaotique et le plus divertissant possible d'une commande purement commerciale ? La question reste ouverte, et c'est peut-être ça le plus fascinant. G.I. Joe, secrètement brillant ou simplement brillamment stupide ?